Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins his first ever Grand Prix. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 81 de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va bien sûr vous parler du 11e Grand Prix de la saison 2020 qui s'est tenu à Aragon pour le GP du même nom. C'était le 18 octobre. Et pour m'accompagner cette semaine, Pierre Ducatista. T'es pas trop vénère des blagues qu'on a faites avec Steph la dernière fois? Franchement, j'étais pas content. Mais après, comme j'ai un peu d'humour quand même, on va dire qu'il y a des choses à dire sur les rouges, mais voilà. Bon, de toute façon, on peut que rager en vous entendant parler. Quand on n'est pas en live, on peut pas corriger. On peut que se dire, je me vengerai. Eh ouais. Ah bah, il y avait un peu de mauvaise foi assumée. C'est ce qui fait tout le sel de ce podcast. Yes. Et on va commencer comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. C'est Charlie Doom qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la bécannerie Thium et évidemment des goodies maison de C'est qui en pôle. N'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. Pour ce numéro 81, du coup, Pierre, tu vas nous parler de Jordi Torres. Oui, donc né en 87 en Catalogne, Jordi Torres Fernandez de son nom complet. Et donc, vous l'avez deviné, un pilote espagnol. Champion d'Espagne Moto2 CEV en 2011, il se lance la même année en parallèle à mi-temps dans une saison Moto2 en championnat du monde sans résultat. En 2012, premier point dans la catégorie mais toujours à mi-temps. Et ce n'est qu'en 2013 où il va obtenir un siège à plein temps en Moto2 et décochera cette saison-là 3 podiums dont une victoire aux Sachsenring devant Paul Espargaro. Au général, il sera 10e cette année-là, son meilleur résultat dans la catégorie. Donc en 2014, il va rempiler toujours sur une Sutter, mais la saison est difficile et il ne fera que 16e au général. Il part donc en World Superbike chez Aprilia avec des très bons résultats immédiatement. 5e en 2015, quasiment que des top 10 en course, 3 podiums dont une victoire. 2016 à 2019, il fait 2 saisons plus compliquées chez BMW et une saison chez MV Agusta. Puis Kawasaki sans grand résultat. Et à noter qu'en fin de saison 2018, on a pu l'apercevoir de retour en MotoGP pour pallier à la blessure de Tito Rabat dans le team Avintia. Il a fait 4 ou 5 courses de fin de saison et sur les 5 dernières courses, c'est ça. Et il parvient à accrocher donc le point de la 15e place à Valence. Ce qui est honnête. Pour 5 courses, obtenir un point en MotoGP, c'est pas mal. En 2020, il va changer complètement de challenge. Il quitte le Superbike donc et part en Moto E chez Ponce Racing. Il va trouver rapidement ses marques et en 7 courses, il obtient 4 podiums dont une victoire au Mans et ne sort jamais du top 6. Donc il est titré cette saison dans la catégorie. Voilà, deuxième champion du monde Moto E après Ferrari l'année dernière. Je pense qu'il s'est un peu plus mis en avant. On le connaissait peut-être un peu moins, sauf si pour ceux qui suivaient un peu le Superbike précédemment. Voilà, je pense j'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il va rempiler l'année prochaine. Ouais, c'est ça, c'est le côté sympa du Moto E, c'est de voir ces pilotes renouer avec la victoire à haut niveau. C'est pas mal avec une nouvelle catégorie en plus. C'est intéressant. C'est ce qu'on dit souvent avec la Moto E, mais là avec Jordi Torres qui est en plus champion du monde Moto E, ouais. Ça doit faire du bien à son moral. Bien sûr. On va passer aux news avec la Moto 3 du coup et Tatsuki Suzuki qui prolonge chez SICK 58 pour 2021. En Moto 2, Lorenzo Baldassari retrouvera la team Forward Racing MV Agusta en 2021. Stefano Manzi lui passe chez Ponce Racing la même année et Di Gianantonio roulera chez Gresini Racing aussi l'an prochain aux côtés de Boulega. Je te laisse la suite pour la MotoGP. Oui, en MotoGP, donc Iannone a été entendu pendant plus de 11 heures au tribunal arbitral du sport à Genève ce jeudi 15 octobre. Le verdict est attendu à la mi-novembre.
Ça va pas être facile pour lui de s'en sortir, visiblement. Également, Dovizioso sera en discussion assez avancée, d'après ses propres aveux, avec plusieurs teams pour le poste de pilote d'essai. Donc, à travers les interviews qu'il a données, on comprend que le remplacer Iannone chez Aprilia ne l'intéresserait pas. Voilà, pour les teams, il y a des rumeurs Honda et Yamaha, mais encore une fois, c'est des grosses rumeurs à prendre avec des pincettes. Oui, parce que de toute façon, l'objectif de Dovi, ça sera de rouler et d'avoir un contrat rouleur et pas juste essayeur. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, comme on disait avec Steph la semaine dernière, chez Aprilia, il commence à y avoir une belle file d'attente qui commence à se faire, parce qu'il y a plusieurs noms qui sont annoncés pour le team italien. Un petit mot du circuit Spa-Francorchamps qui a lancé ses travaux pour pouvoir accueillir le retour d'une course d'endurance 24 heures moto en 2022. C'est une excellente nouvelle parce que le circuit est vraiment beau, on le sait, pour le voir, la Formule 1 sur ce circuit vraiment mythique. Et puis pour ceux qui regardent aussi les vidéos sur YouTube, on a quelques petites caméras embarquées très sympas en moto sur ce circuit, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour le monde de la moto. Et puis en super sport, c'est finalement l'Italien Andrea Locatelli qui récupère le guidon Yamaha officiel en World Superbike en 2021, qui sera aux côtés donc de Toprak Razgatlioglu. J'y suis arrivé. Ouais. Et Loris Baz part sur Tenkate et l'américain Garrett Garloff sur GRT étaient aussi en balance pour la place avec leurs bons résultats, mais donc finalement ils n'auront pas la place en usine. Justement, côté GRT, Garrett est confirmé pour 2021 et un rookie japonais, Kota Nozane, sera son coéquipier. Nozane, a notamment eu une wildcard en MotoGP à Motegi en 2017 pour Yamaha, mais aussi a couru la même année en endurance pour le Yart. C'est un grand spécialiste des courses sur route au Japon. Un petit mot de Caricasulo pour toi aussi, oui. Pierre. Exit du team, donc Federico Caricasulo, vice-champion World Super Sport de l'année dernière. Donc 1 an après Sandro Cortese, s'est aussi cassé les dents sur cette catégorie et cette équipe. Visiblement, je sais pas si c'est une bonne équipe pour faire monter des gens de World Super Sport, même si a priori le GRT est là pour ça. Comme team, c'est un team junior. Donc cette fois, GRT tente autre chose en allant chercher un japonais. Et on a également Michele Rinaldi qui signe chez Ducati officiel pour 2021. Il sera donc le coéquipier de Scott Redding l'année prochaine. Chase Davis est remplacé et remercié après 7 saisons dans le team. À rappeler qu'il est 3 fois vice-champion du monde, 2015, 2017, 2018, derrière Rea, forcément. Et depuis 2 ans, des performances moins tranchées, même si on l'a vu assez en forme sur cette fin de saison, d'ailleurs. Ce qui a fait assez jaser sur les réseaux sociaux, comme quoi Ducati se sépare encore de pilotes performants, mais il finit 3e cette année au championnat, derrière Redding et derrière Rea. Ouais, mais de toute façon, ce que veut Ducati, c'est un vainqueur. C'est pas un 3e. C'est ça. Sur le, sur le podium. On va passer au dur avec la Moto 3, course que tu as vue du coup, Pierre. Yes, qui était pas mal comme d'hab. Ouais. Donc en Q1, c'est Carlos Tate, Sasaki, Rodrigo et McPhee qui passent. McPhee d'ailleurs se prend un long lap à faire en course pour une conduite irresponsable en Q1. Q2. La fameuse conduite pour expliquer, il se traîne au ralenti dans un tour. Ouais, c'est le terme pour tout même. Fernandez en Q2 fait la pole devant Vietti et Arenas. Lopez partira 4, Suzuki 5, Fenati 6. La 3e ligne est composée de Tate, Ogura et Rodrigo. En course, encore une course incroyable, comme je le disais. Arenas prend la tête au premier virage, suivi par Fernandez et Suzuki. Déjà une chute dans le premier tour, Gabriel Rodrigo part à la faute. McPhee fait son long lap au second tour et pointe alors 17e. Fenati s'accroche au trio de tête qui se détache légèrement. À 15 tours de l'arrivée, qui vient jouer les troubles faits ? C'est bien sûr Darren Binder qui raccroche la locomotive. On sait qu'une course Moto 3 n'est pas passionnante sans Darren Binder devant. La bagarre est intense entre ces 5-là. Fernandez, longtemps en tête, doit batailler pour rester maître de la situation. On voit vraiment qui veut rester en tête et qui veut pas se contenter de suivre. Mignot va chuter alors qu'il ne reste que 11 tours et Ogura, leader du championnat, est à
est alors hors des points. Vraiment une mauvaise course pour lui. McPhee pointe déjà 6 et revient sur la tête. Jaume Masia, parti 17e, est à la lutte dans le groupe de tête également. Il est bien revenu. Fernandez, toujours en bagarre pour conserver le lead, mais ses opposants ne lui laissent aucun répit. Finalement, la moto du team Léopard fait la différence dans la ligne droite et Jaume Masia pour Honda l'emporte devant Darren Binder KTM et Raúl Fernandez aussi sur KTM, mais qui tient enfin son premier podium de la saison. Il était content. Hein. Ouais, il était content et je suis quand même déçu pour lui parce que il s'est donné vraiment sur cette course, il s'est donné pour contenir dans tous les sens ceux qui voulaient le doubler et bon, malheureusement, il n'a pas su être calculateur, c'est-à-dire se faire dépasser peut-être en début du dernier tour pour pouvoir, lui, profiter de l'aspiration dans la longue ligne droite et être devant dans les derniers virages. C'est Masia qui a réussi à faire ça et c'est tant mieux pour lui. Classement du championnat, donc on a Arenas qui prend la tête, 144 points, Ogura qui perd beaucoup sur cette course, 131 points second, Vietti 126 points et Arbolino 4e, 115 points. Les francophones, Barry Baltus et Jason Dupasquier n'ont toujours pas fait l'étincelle, n'ont toujours pas réussi à marquer leur premier point. Moi, ce que j'ai noté, donc c'est la fameuse stat qui est sortie, c'est Masia qui est 100e vainqueur de l'histoire pour Honda. C'est quand même pas rien, ça montre la longévité de la marque dans la catégorie. Ils ont gagné. Ouais, et c'est et pardon, je te coupe, mais ce que tu disais sur Fernandez qui a pas réussi à la jouer stratège, là pour le coup Masia, c'est ce qu'il a réussi à faire. On voit toute l'expérience du papy de Moto 3. mais il y a de ça et aussi sans doute un peu aidé par son moteur Honda. On a l'impression qu'il a appuyé sur un bouton dans la ligne droite pour passer les KTM. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Mais sinon ouais, elle était vraiment vraiment magnifique cette course, tu l'as dit, et ça s'est joué au pilotage mais aussi à la stratégie et c'était vraiment très intéressant à regarder où tu sais que il y a que Fernandez qui voulait absolument la tête et qui a pas vraiment réfléchi au fait qu'il allait se faire doubler dans la ligne droite. Oui. Mais sinon les autres ont plus réfléchi que ça et ouais, c'était une partie d'échec cette course. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était vraiment une belle course, de belles bagarres, mais c'est vrai que tu as raison. Honda cette année, ils ont réussi à nouveau à reprendre un avantage sur la puissance et la vitesse de pointe sur KTM, ce qui était moins le cas l'année dernière. Et donc Fernandez qui, alors à la fin de la course, on se demande s'il est content ou s'il rage. Ouais. C'est assez rigolo. Puis en fait, après 3 tours après le tour de refroidissement, et tu vois bien que non, il est vraiment content et qu'il était pas vénère de pas avoir eu la première place et qu'il est vraiment content de son premier podium en Moto 3. C'est faut le faire, hein, mener une course sur autant de tours et rester sur ses roues pour arriver à un podium. Quand on voit le niveau qu'il y a en Moto 3, c'est pas rien. Non, ouais, t'as exactement raison. Et d'ailleurs, en parlant de joie sur la ligne d'arrivée, je sais pas si t'as vu ce qu'a fait Masia. Il a complètement détruit sa bulle à coups de poing en tapant dessus parce qu'il était content quand même. Je sais pas si c'est... Ouais, en plus, il tape vraiment 3 fois dessus. Tu vois, premier coup, la bulle tient. Deuxième coup, la bulle tient. Et troisième, elle tient plus. Les mécanos, ils voient ça, ils font hey, c'est ça, ouais. Dis donc, le carénage. Et les sponsors aussi, peut-être. Ça sera prélevé sur son salaire, je pense. Et puis, un mot de McPhee qui fait une course incroyable aussi. Oui, pardon. Son long lap, je l'ai qualifié d'anthologie, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin, il s'est entraîné tout le matin, non, la veille, non, tout le matin, parce que c'est pendant les Q2 qu'il s'est entraîné, effectivement. Il le fait parfaitement, un peu à la manière de Zarco, quand il avait fait son propre long lap. Alors, je sais plus le circuit, mais bref, ça m'échappe. Mais ouais, au millimètre, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et en plus, il revient dans le paquet. On a l'impression qu'il a des yeux derrière la tête. C'est complètement, très très fort. Complètement fou. Et puis après, il entame sa remontée. Il l'a fait avec les honneurs, quoi. C'est impressionnant. Mais ce qui m'a étonné, c'est que le long lap là, Aragon, il est quand même vachement plus long que celui d'Autriche. Hein. Je sais pas si Et puis il faut pas se rater parce que forcément c'est un endroit où la piste est sale et froide aussi, parce qu'à Aragon on a bien vu ce week-end que ça a pâtissé un petit peu, surtout fin octobre, mi-octobre sur la température de la piste. Et là
Et je sais pas s'il a serré les fesses, mais à sa place, je me dis, là, je vais taper un chrono dans le long lap où je sais que c'est sale et que c'est froid. Et ben non, il y va et ça marche, et c'est magnifique. Ouais. Rien d'autre à ajouter sur la Moto 3? Bah, regardez la course, quoi. Ouais, regardez la course, absolument. On s'est régalé, effectivement. Et on s'est aussi régalé peut-être un peu moins en Moto 2, mais c'était aussi très intéressant. On va commencer par dire un petit mot des qualifs avec Martin qui a dû repasser par la Q1 parce qu'il s'est complètement raté dans la FP3, mais en Q1 pour le coup il se rate pas parce qu'il signe le meilleur temps de la séance. Le suivant en Q2, Nagashima, Corsi et Luthi. En Q2 c'est Loves qui signe la pole avec il aura presque une demi-seconde d'avance dans le troisième secteur, mais au final seulement un peu plus d'un dixième par rapport à Bezzecchi, deuxième à la fin du tour. Di Giannantonio est 3e, Dixon belle 4e place et Martin issu de la Q1 fait 8e. Sur le départ de la course, on a un énorme départ de Bezzecchi et Dixon et évidemment la principale info c'est la grosse chute de Jorge Navarro qui reste au milieu de la piste entre les deux premiers virages, au milieu du paquet. On sait vraiment pas par quel miracle il s'en sort et il se fait pas taper par une moto. Vraiment l'image est incroyable. En plus on se met à la place, on peut essayer de se mettre à la place du pilote qui voit les motos débouler et là tu sais pas vraiment quoi faire, par quel côté passer. Il n'y a pas eu de bobo, c'est tant mieux parce que c'était vraiment des images folles. Pendant ce temps-là, Di Giannantonio passe Lowe's avant la fin du premier tour. Dans la ligne droite du premier tour toujours, on a une petite bagarre entre Martin, Marini et Dixon. Bezzecchi, lui, marque déjà une petite avance, seul en tête. Lowe's reprend la deuxième place. Pas grand-chose d'autre à signaler dans ce début de course, ça se bat surtout au chrono. On se dit que ça va être un peu ennuyeux jusqu'au tour 3 finalement, où Luca Marini se bourre dans le pif avant la ligne droite du retour. Pas de bobo pour le pilote italien. Le championnat par contre est complètement chamboulé et là ça commence à devenir intéressant. On va rappeler les places en course à ce moment-là. Bezzecchi est premier, Loves deuxième, Di Giannantonio troisième, Martin quatrième, Dixon cinquième et Bastianini sixième. Bezzecchi pendant ce temps-là il est virtuellement en tête du championnat avec 5 points d'avance sur Marini et 7 sur Lowe's. Retour à la course avec au tour 7 Lowe's et Di Giannantonio qui rejoignent Bezzecchi. Bastianini, lui, pendant ce temps-là, remonte et double Dixon pour passer 5e. Di Gio passe Lowe's au tour 8 sur une attaque très bien préparée du Grand Art. Et 2 tours plus tard, il va se battre avec Bezzecchi pour la tête, ce qui va permettre à Lowe's de revenir sur le duo de tête. Mais surtout, au début du T1, on a Di Giannantonio qui chute au deuxième virage. Chute assez bizarre et difficilement explicable. Pas d'erreur de pilotage apparente dans le fameux le deuxième virage, donc qui est le gauche qui suit le droit qui suit les longs gauches et la longue ligne droite, ce qui a fait que le côté droit du pneu est un petit peu froide. Et là, ce sera pas le seul à se faire avoir à ce virage, vous allez le voir. Tout le reste de la course est assez monotone. On a Lowe's qui suit Bezzecchi comme son ombre. Bezzecchi va finir lui par craquer à 2 tours de l'arrivée dans le même virage que Di Giannantonio. Et les 2 coéquipiers leaders du championnat qui chutent à Aragon. Lowe's pendant ce temps-là prend la tête de la course évidemment et du championnat virtuellement. Et le dernier suspense de la course, ce sera pour la deuxième place, et c'est finalement Bastianini qui a réussi à passer Jorge Martin à un changement d'angle. C'est magnifique et ça lui permet de récupérer la deuxième place la première place du championnat. À l'arrivée de la course, on a donc Lowe's, Bastianini, Martin, Dixon 4e et Gardner 5e. Je viens de le dire, la deuxième place à la course de Bastianini lui permet de prendre la tête du championnat à 155 points. Lowe's, un peu invité surprise finalement, est deuxième avec 153 points, Marini 150 et Bezzecchi 130 points. Là, ça va être serré avec 5 points entre le premier et le troisième. Il reste 4 courses. Il y a des points à prendre encore et tout le monde peut prétendre à la victoire finale, quoi. Et ce que j'avais noté, évidemment, c'est Lowe's qui est encore au top après Le Mans. On s'était dit, c'était peut-être, il avait peut-être un petit peu volé sa victoire au Mans en se disant, il a profité de la chute de Dixon. Et là, il profite d'une autre chute, mais finalement, il a vraiment donné la pression à Bezzecchi pendant toute la course. C'était, Oui, et puis pas faire d'erreur. Connaissant Sam Lowe's, c'est un pilote qui est rapide, mais qui commettait beaucoup d'erreurs. Donc déjà, pour lui, s'en sortir sans commettre d'erreurs sur cette saison, très propre. Chapeau.
pas grand chose d'autre à dire à part la VR46 qui est pas à la fête pour une fois, j'allais dire, parce que la semaine dernière avec avec Stéphane c'était tout l'inverse, et là les deux pilotes de la VR46 qui chutent. Bon bah ça peut arriver. Ouais, c'est pas de chance, ça arrive. C'est dommage. En plus, on en a pas du tout parlé, mais on va peut-être en parler avant. Faut que je le note. Avec l'absence de Rossi ce week-end, c'est vraiment toute la VR46 Academy qui était un peu en difficulté ce week-end. C'est clair. Pour cette course, j'ai noté quand même la très très belle bagarre Bastianini-Martin sur la fin de course. Il y avait vraiment beaucoup d'intensité également. Et Bastianini très propre. Martin, c'est pas un pilote facile. Il a bien défendu sur la deuxième partie du dernier tour, et puis finalement le changement d'angle là, il est juste ouf. Il y a d'autres motos qui s'en sont bien sortis en changement d'angle en MotoGP. Ouais. Et bah MotoGP, si on n'a rien d'autre à ajouter en Moto 2, passons-y. Allez, du coup, comme je disais, Rossi absent ce week-end, c'était la grande news qui est tombée, si je me trompe pas, mercredi ou jeudi. Absent pour cause de contamination au Covid. On sait que son grand ami Ucho aussi a été testé positif. Donc, pas évident. Probablement aussi absent à 90% pour le week-end à Teruel, Aragon 2. Il devrait être de retour à Valence, mais rien n'est sûr. Il a quand même 41 ans, peut-être que... Et a priori, il a des symptômes. Contrairement à Martin en Moto 2 qui avait pas de symptômes, lui en a. Donc, à suivre de près cette histoire. Il n'est pas remplacé ni à Aragon, ni à Aragon 2, d'ailleurs, par Aragon, parce que c'était trop court le délai, et Aragon 2, pas vraiment de justification non plus de la part de Yamaha. Bon, c'est un choix. Peut-être que personne voulait se risquer à prendre la M1 de Rossi. Je sais pas, j'en connais un qui avec un 9 et un deuxième 9 dans son numéro, qui a pas peur de prendre la M1 de Rossi, je pense. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc revenons à la course. En Q1, Q2, un gros drama en Q1 chez Ducati. Déjà qu'aucune rouge n'est qualifiée directement en Q2 à l'issue des combinés FP1, FP2, FP3. C'est Miller qui va passer en Q2, ainsi que Petrucci qui signe le meilleur temps de la séance en prenant à toutes les sorties la roue de Dovi. Dovi, du coup, qui ne partira que 13, mais ça passe pas du tout auprès de Vizioso, qui a des mots très durs envers son ami Petrucci, parce que lui joue le championnat, et Petrucci qui prend la roue de Dovi pour sortir de la Q1. Dovi n'a visiblement pas apprécié. A priori, Dovi rentrait en Italie ce week-end dans le même avion que Petrucci, et il a dit qu'ils allaient parler, quoi, mais qu'il avait du mal à digérer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que y a pas de consigne d'équipe, ce qui est normal, hein, c'est pas ce que je dis. Moi, je suis un peu en balance, en train de me dire, c'est la course, hein. Peut-être d'ailleurs que c'est la faute du team de Dovi qui lui a pas envoyé la notification comme quoi il était suivi par Petrucci. Mais Petrucci, il joue son va-tout, hein. On sait qu'il y a les frères Espargaro qui sont forts à ça. Ça a jamais été sanctionné, c'est le jeu, hein. Il va se faire suivre. Ah ouais, c'est le jeu, et je trouve que franchement la réaction de Dovi m'étonne un peu, qu'il soit à ce point naïf de penser que même Petrucci qui joue pas le championnat va l'emmener, je veux dire, sur la piste, il n'y a pas d'amis, quoi. À la limite, il y a peut-être des frères, on l'a vu avec les Espargaro et les Marquez très ponctuellement, hein. Marc Marquez emmenait très ponctuellement son frère Alex en free practice, hein, mais là je trouve la réaction devient un peu disproportionnée. Je pense qu'il a beaucoup de pression, je pense c'est clair, c'est ça, et avec l'adrénaline d'une qualif, etc. Il devait être comme une cocotte minute, mais au final ça reste des copains, et je pense pas que Dovi va pardonner à Petrucci, j'en suis sûr. J'espère, en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a un tout. Je pense que Dovi, peut-être tardivement, se rend compte que l'année prochaine, il roulera pour aucun team. Que Petrucci, lui, a signé chez KTM, qui est plutôt une bonne moto. Peut-être pas la moto au niveau de la Ducati, finalement, au vu des performances ce week-end, mais quand même une moto tout à fait correcte. Que le championnat, c'est compliqué. Que Petrucci, d'ailleurs, il a une victoire aussi au championnat comme Dovi. Donc, je pense qu'il y a un tout, et que ça ressort comme ça, quoi. Mais le terme que tu as utilisé, je pense que c'était le mot juste, c'était naïf, tout simplement.
Mais surtout qu'on a vu aussi pendant la FP3 ou la qualif, je sais plus, Vinales essayer de partir derrière Quartararo et Quartararo se retourner et couper pour laisser passer Vinales. Enfin, Dovi, à un moment, il voit que derrière lui, il y a Petrucci, quoi. Enfin, je pense. Et il avait l'air étonné du fait que Petrucci fasse un meilleur temps que lui. Surtout qu'il était vraiment pas en forme, Dovi, ce week-end en entraînement et en qualif. Donc, ouais, c'est une réaction assez étonnante, mais encore une fois, ça peut s'expliquer par l'adrénaline du moment et aussi par le contexte que tu as très bien évoqué à l'instant. Donc, on reprend en Q2, ça va être Quartararo qui va signer la pole devant Vinales, justement, t'en parlais, et un étonnant Kyle Crutchlow. Deuxième ligne avec le gang des 3M, Morbi, Miller et Mir. Un gang collant. Plutôt, ouais, si t'en as un qui est derrière toi, en général, c'est difficile de s'en débarrasser. Troisième ligne avec Nakagami, Petrucci et Alex Espargaro. Je cite quand même Rins qui partira 10e et Alex Marquez qui partira 11e. Et Zarco, lui, était resté bloqué en Q1, partira 16e. Et au final, Petrucci fait une troisième ligne. Hein. Voilà, au passage. Ouais. Il a confirmé, entre guillemets, son bon résultat de Q1 en disant, bah, c'est pas que... parce que c'est quand même un bon résultat. Il fait deuxième Ducat, voilà, c'est vrai, pas mal. C'est vrai, mais Dovi quand même a dit pour Petrucci, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pas le rythme de toute façon. Ça sert à quoi de faire un temps en Q1 si c'est pour terminer loin en course, tu vois, un truc comme ça, c'était assez moche. Mais je suis pas habitué à ça par rapport à Dovi, à du trash talk, et ça fait bizarre. Alors, c'est parti pour la course. Température et météo idéale, ce qui n'a pas été le cas tout ce week-end. Donc, vraiment, on a pu avoir une très belle course. Vinales fait un étonnant départ, comme quoi ça arrive. Il prend la tête au premier virage, suivi par Quartararo et Morbidelli. Donc, on a Yamaha. Ensuite, Rins, Marquez et Dovi, on voit qu'ils sont bien partis, même s'ils partent de plus loin. Et ils ont tout de suite gagné des places dès les deux premiers virages. Dans un premier temps, Vinales va garder seul la tête, suivi par Quartararo qui n'arrive pas à le doubler, et Morbidelli un peu plus loin. Rins remonte sur très fort, ainsi que Mir. Miller perd des places, mais se bagarre bien. Il est très difficile à passer, Miller. Bagnaia va chuter tout seul à l'arrière, et Marquez remonte également sur Miller. Quartararo va lâcher du terrain, se fait doubler par Rins puis Morbidelli, ainsi que Mir, qui prend le dessus ensuite sur Morbidelli. Il va rester 15 tours et les Suzuki mettent le feu à la piste. Rins passe Vinales. Mir est étonnant de facilité. Vraiment, il impressionne dans la vitesse qu'il passe dans les virages. Ça m'a vraiment... Surtout sur un des circuits les plus techniques du calendrier MotoGP normal. Là, c'est un peu anormal, mais ouais, c'est un circuit dingue. Et ouais, comme tu dis, Mir, on dirait qu'il fait ça facile. C'est ça. Mais c'est pas le seul, du coup. C'était vraiment une conduite hyper coulée, vraiment bluffant. Marquez est également dans un bon jour. Hein. Il passe les Yamaha Petronas tour à tour et va pointer à 4e place. Et il en a encore sous la poignée. Fabio perd définitivement le rythme et se fait successivement dépasser par tout le plateau. Hein. Il est 17e à 8 tours de la fin. C'est une catastrophe. On l'a vraiment pas vu venir. On voit qu'il est en difficulté. La réalisation va montrer un moment qu'il est à la limite de perdre sa roue avant. C'est compliqué. Hein. On se demande si c'est pas lui qui a le Covid aussi, comment aussi. Mais avec symptômes. Ouais, ou s'il a échangé sa place avec Vinales. C'est ça. Devant la jonction entre Rins en tête Mir et Alex Marquez se produit. Ce dernier va passer Mir pour la seconde place justement et passera le reste de la course à aller chercher Rins sans réussite et avec une belle frayeur à la clé. À un moment il va faire une virgule, mais la gomme elle est bien restée sur la piste. Il va quand même retenter ensuite dans le dernier tour de revenir à hauteur de Rins, Alex Marquez, mais ce ne sera pas suffisant. Victoire d'Alex Rins devant Alex Marquez et Joan Mir. On a ensuite Vinales et Nakagami qui ferment la marche du top 5. Fabio finit loin 18e. Zarco fait une belle 10e place, c'était pas gagné, parti de la 16e. Non.
C'est clair. Et Dovi sauve les meubles 7ème parce qu'il avait un bon rythme en milieu de course, mais après il a commencé à se faire trop éloigné de Nakagami pour faire quelque chose. En tout cas, il sauve des gros points au championnat avec cette 7ème place. Ouais, il était important de cette place aussi pour son ego. Oui. Pour une question d'orgueil, c'est une belle 7ème. Bah, il termine meilleur Ducati encore une fois. Hein, Ouais, exactement. Il termine meilleur Ducati et sans faire trop de bruit d'ailleurs pendant les courses. On l'a pas trop vu à la Real, mais il est là. Il est là. Et il arrive à redoubler Zarco. Je crois que c'est pas Zarco qu'il avait... Non, il se battait pas avec Zarco à un moment. C'était plus avec Miller sur la fin. Oui, c'était plus avec Miller sur la fin, pardon. Ouais. Et au final, ouais, bah il est première Ducat. Et vu l'état des Ducati avant la course, on se demandait s'ils arrivaient à aller faire un top 10. C'est vrai. J'exagère peut-être un peu, mais surtout sur la première partie des essais, ils étaient vraiment à la rue. Et Dovi faire 7, c'est vraiment un bon résultat au final. Ouais, il confirme encore qu'il est un homme du dimanche, hein, qui est comme Rossi, hein, qui rate rarement ses courses, même s'il part de loin. Zarco avait un soft, pardon. Toutes les Ducati étaient en médium sinon, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que Zarco a performé sur la fin de course quand même. Il a réussi à garder du grip sous le coude. Ouais. À voir ce que ça va donner le week-end prochain. On rappelle, on est sur le même circuit. Ils ont pas mal de données puisqu'il y a eu un peu toutes les températures ce week-end. Donc à voir qui va être dans le rythme tout de suite, à part les Suzuki bien sûr. Classement du championnat, donc on a Mir qui prend la tête du général sans gagner de course cette saison avec 121 points. Quartararo qui perd gros, qui stagne du coup avec 115 points. Vignales toujours là, et c'est étonnant, mais il est toujours là, 109 points, 3ème. Dovizioso, 106 points, qui revient, il n'est qu'à 15 points de la tête du championnat. Zarco, 15ème, avec 53 points de son côté. Donc, ce que j'ai noté en discussion post-course, c'est que Mir, en tête du championnat, sans victoire. Ouais. J'ai pas regardé depuis quand on n'avait pas eu ce genre de... Je suis pas un spécialiste des stats, ouais, mais... de configuration. Bah en fait, moi, ce qui m'a impressionné chez Mir dans cette course, c'est qu'il a une espèce de maturité pour se dire je me contente de la 3ème et je joue le championnat, parce que je pense qu'il doit être comme une cocotte minute. J'utilise la même expression 2 fois en un seul épisode, c'est pas bien, mais il doit être bouillant à l'idée de remporter sa première victoire en MotoGP et le voir ainsi gérer une course pour être 3ème et prendre la tête du championnat en sachant que Quarta était pas au top, c'est impressionnant de maturité, je trouve. Ouais, t'as tout à fait raison. Je pense que il montre qu'il est mature, mais après je sais même pas comment il se fait pas noter par son équipe, mais je pense que l'info de Quartararo lui a été montrée. Enfin moi ce serait quelque chose comme ça, et puis voilà, bah, il est là, il est constant sur toutes les courses. On lui prédisait une victoire, elle vient toujours pas. Peut-être la semaine prochaine, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Ouais. Et puis bon, on peut rebondir sur Mir en parlant que les deux Suzuki étaient à la fête sur cette course. Ouais. Alex Rins, ça marche. Revient bien. Elle marche, elle marche très bien, et même niveau moteur pour un 4 en ligne, parce qu'on rappelle que les SUS sont les seuls avec les Yamaha à avoir un 4 en ligne. Bah elles sont pas ridicules du tout face au V4 Honda. On l'a vu surtout entre Rins et Alex Marquez sur la ligne droite du retour. Bah ça marche une Suzuki. Ah, carrément. Ils ont du moteur, alors qu'on sait qu'Yamaha est allé chercher de la puissance cette année, mais que ça a causé des problèmes de fiabilité. Eux ont réussi à trouver quelque chose, et on va dire qu'ils ont quand même une bonne machine, très homogène, très homogène. Et sur le châssis, ils sont impressionnants. Oui. Enfin, quand tu vois la vitesse de passage des Suze là ce dimanche, c'est Ils ont trouvé les trucs. C'est vraiment impressionnant. Bon, surtout quand tu vois que les autres, mais quand tu vois KTM qui était à l'aise sur beaucoup d'autres circuits, et là sur Aragon, on les a pas vus. Ouais. Mais en fait, c'est notable. J'ai remarqué chez KTM, c'est une course, en gros, une course sur 2. Je cherche je fais quelques stats de mon côté, et j'ai remarqué que c'est vraiment
Une course ils sont là, une course ils sont pas là, et c'est vraiment hyper régulier cette inconstance en fait. Après c'est une nouvelle moto, quasiment toute nouvelle, donc ils cherchent encore des données, mais je pense que voilà, ça reste. Je pense que l'année prochaine ils seront encore plus forts KTM. Ouais, et pour revenir à Suzuki, c'était pas un coup de flambe. Ça fait plusieurs épisodes qu'on dit qu'ils commencent à prendre le rythme et à avoir une moto vraiment très bonne. Là, c'est confirmé. Enfin, là, ils sont en train de vraiment confirmer. Ça fait 2 fois que les SUS sont sur le podium. Tout ça sans team satellite, on le dit, on le redit, mais c'est important. C'est du beau boulot. Ouais, bah il y avait alors j'ai pas la stat, mais il y en a une qui est sortie sur le fait qu'il y ait 2 pilotes Suzuki sur le podium. C'était pas arrivé depuis un bout de temps, sachant que eux ils ont que 2 motos sur la totalité. C'était pas 96 ou un truc comme ça. C'était il y a genre. Ça remontait. Il y a genre 1000 ans quoi. ouais, ça remontait bien. Bah c'était avant leur retour dans la catégorie de toute façon. Ouais. Juste un petit mot quand même sur Alex Rins qui n'est pas qui revient de blessure. On sait que ça a été compliqué sa convalescence et que même d'ailleurs comme Cal Crutchlow qui a été blessé en début de saison et qui s'est montré plutôt sur les qualifs. C'est bien de revoir ces pilotes à leur niveau normal. Ça fait du bien. Ouais, j'étais en train de chercher la stat sur les 2 Suzuki sur le podium. Ça date en fait de 2007 la dernière fois. Donc j'étais loin de 96. Avec qui ? Avec Vermeulen et Hopkins. Voilà, ok. Ah non. C'était Misano. 13 ans, tu vois, ça date un peu. Ouais, j'ai 10 000 ans, moi j'étais pas loin. Bah dis donc, mauvaise foi. T'as plus de 2 fois 10 000 ans alors. Ouais. Putain la vache. Ouais, clairement. On peut parler de Quartararo. Rentre-nous à nos moutons. Ouais, bah alors, on s'inquiétait pour lui, franchement, pendant la course. A priori, problème de pression dans les pneus avant. Ouais. Trop de pression. Mais moi, ce que je note, c'est est-ce que le problème de pression, c'était que dans les pneus ? La pression, faut pas la subir, faut la boire. Voilà, bah alors si je vois, je sais pas s'il a le droit de prendre le départ de la course. Mais en vrai, il montre quand même une certaine fébrilité. Je sais pas s'il va en faire trop. Ça serait génial qu'il arrive à gagner le championnat du monde. Mais il a l'air tellement facile sur certaines courses et des fois il perd le fil en fait. Je dis pas que c'est facile de rouler oui, bien sûr. Avec un problème de pression de pneus, mais passer de la seconde place à la 18e place... c'est une erreur à la Petronas. Enfin, pour le coup, moi, ça me faisait penser à son erreur sur le sélecteur. Je sais pas si les auditeurs s'en rappellent et si tu t'en souviens, mais c'était un des premiers GP de Quartararo. Et pareil, il menait, etc. Il était à la bagarre avec Marquez et là, il pète son sélecteur, quoi. Et après, on apprend qu'il était juste mal serré. Et là, tu te dis, putain, on peut pas viser le championnat du monde et faire des erreurs à la con comme ça. Et là, c'est un problème de pression. Alors, est-ce que le problème vient de Petronas ou de Michelin ? On sait pas trop encore. Et peut-être qu'on le saura jamais, d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on le saura jamais. Mais c'est vraiment interdit, surtout quand on se bat pour le championnat. Bien qu'on soit une équipe satellite, là, c'est facile à dire, c'est interdit. Mais c'est dommage, en tout cas. Ouais. Et puis, on se rappelle que la pression est... Et Fabio, ça fait donc la 2e fois qu'il a ce problème, mais il avait eu le problème inverse à Motegi en 2017 où il gagne la course, mais finalement disqualifié parce que la pression de son pneu Moto2 était trop basse. Décidément, pas trop de chance là-dessus. C'est pas courant ce genre de soucis, mais ça lui arrive 2 fois. Non. Et c'est pas bon pour le moral en plus. Enfin, c'est bête, mais je veux dire que tu te bats, elle a dû être longue pour lui cette course. Tu te bats comme un dingue, tu te dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi pourquoi et on le voyait prendre le dernier gauche là complètement élargi, se faire l'inter par tout et n'importe qui, par même Alexis Espargaro. Tu te dis merde, je me fais l'inter par Espargaro alors qu'il est sur une Aprilia, merde. Mais je crois que Smith finit devant lui. Ouais, exactement. C'est quand même pas rien. Après, il reste quand même devant Bradle et Rabat, mais bon. Ouais. C'est anecdotique, quoi. Bah surtout vu le niveau du gamin, quoi. Enfin, oui. Et vu le niveau de la moto aussi. Parce que, ils font top 5 tous, ça. Ouais. Donc, il y a pas Rossi, du coup, mais...
Non, Vignales et... Non, Morbi finit 6, pardon. Morbi fait 6, pardon. Ouais. Donc il y avait de quoi être... Mais bon, ils font top 6. Donc il y avait de quoi être vénère. Surtout après avoir claqué la poule, une qualif pas facile en plus. Non. Non, parce que Vignales a été une belle très qualif fort. aussi, là encore. Là, c'est intéressant ces qualifs en MotoGP. Je sais que ça fait vraiment partie de la course. Ils commencent vraiment à se battre avec des chronos. Ouais, mais moi j'ai arrêté de regarder le début des qualifs, quoi. Tu perds du temps. Tu regardes les 10 dernières minutes, ça suffit, t'as tout le spectacle. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Non, parce que des fois, il y en a qui sortent roder un pneu pour le lendemain pour la course. Tu sais, parce qu'il y a des préconisations Michelin, ils disent alors vous mettez le pneu, vous faites 2 tours avec, vous revenez, vous le mettez sous couverture, après vous le mettez au frigo, et c'est bon pour la course, je sais pas quoi. Mais ouais. On peut parler de Vignales, du coup. Ah bah oui. Fidèle à lui-même, assez imprévisible en course, il réussit un départ. Oui, qui fait un bon départ. Incroyable. Puis après, on se dit, ça y est, il se fait doubler, il va s'écrouler. Et puis, non, mine de rien, il fait 4. Et puis les 3 devant lui, ils étaient intenables sur cette course. Ouais, ils étaient sur notre planète. Donc, franchement, les 3 là. Donc honnêtement, il n'y a pas de regret. Bon, je pense qu'il est déçu, pas qu'il va regagner, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'était un bon week-end de course pour Vignales. Il faut qu'on arrête de dire du mal de lui, du coup. Ah bah oui. Au moins. Non, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'affinité avec Vignales. Putain, je sais pas pourquoi, mais ouais. Ah, il y a des pilotes comme ça qui nous parlent pas, en fait. Ah, c'est ouf, hein. Tu vois, Tom Miller, tu le vois causer à la télé, tu fais putain, le gars, il a l'air super cool. Ouais. Y en a plein comme ça, même Crutchlow, avec sa gueule déterré, avec de vieux de la vieille, tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Non, mec, il claque une 3e en Q2, tu fais, ah ouais, pas mal. Il dit, c'est cool d'être là. Évidemment, je sais pas, on a l'impression qu'il fait tout le temps un petit peu la gueule. Mais c'est peut-être moi qui suis pas objectif. Non, mais c'est un personnage comme ça qui est pas très très souriant de nature, qui est vachement concentré, un peu à la Lorenzo d'ailleurs, qui se relâche sans doute plus sur des moments qui sont pas filmés, mais que nous on n'a pas l'occasion de voir. Oui, bien sûr, on juge que l'homme de médias parce que effectivement on le connaît pas personnellement. Et c'est sûrement un bon bougre. De toute façon, il aime la moto, donc il peut pas être complètement mauvais. Oui, après, il aime les Yamaha, donc bon, c'est pas non plus... quand on parle de moto, de Yamaha, c'est pas non plus l'idéal. On en a déjà parlé un petit peu de vie. Ce qu'on peut dire, du coup, c'est qu'il revient à 15 points. Et d'ailleurs, on parlait de Crutchlow juste avant. À un moment, ils sont bagarrés tous les deux, et c'était... les 2 plus vieux, avec l'absence de Rossi ce week-end, c'était les 2 plus vieux du plateau. Crutchlow, le doyen, pour quelques mois devant Dovi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parlant d'autres stats, qu'avec l'absence de Marc Marquez et l'absence de Valentino Rossi, on n'avait aucun champion du monde sur la piste. Parce que avec Lorenzo parti à la retraite, Stoner également, Marquez blessé, Rossi malade, il y avait plus personne de champion du monde sur la piste. C'était une première depuis vachement longtemps. Mais c'était quand même une très belle course. Oui. Comme quoi, avec des jeunes, ça peut être sympa. Des jeunes et un moins jeune, parce que Crutchlow, il est moins jeune. Il n'est pas champion du monde, mais il est moins jeune. C'est sûr. Et puis, Alex Marquez, j'ai noté, ne cherchez plus Marquez, il est là. Meilleur rookie depuis Honda, pour Honda depuis son frère, depuis très longtemps. On avait beaucoup parlé de Brad Binder avec sa victoire, notamment à Brno, mais il est co-meilleur rookie avec Binder, Alex Marquez. Donc, il fait une très très bonne saison. C'est son 4e top 10, son 2e podium. Voilà, c'est sûr qu'il avait besoin de trouver ses marques. Il est en train de monter en puissance. Comme il faisait, et on en avait parlé au début de cette saison en se disant attention à Marquez, au frère Marquez, qui effectivement, on sait, il est long à démarrer. Il n'a pas été champion du monde tout de suite dans les catégories inférieures. Il a pris un peu de temps, mais une fois qu'il était là, il était bien là. Et là, en MotoGP, il commence à être là. Et il se bat pour du podium. Il nous fait des travers de port en sortie. C'est un régal, franchement, de le voir rouler. On a l'impression de voir son grand frère. Enfin, apparemment, cette moto ne se pilote que comme ça, visiblement. Il faut le faire de façon impressionnante. Mais ces travers en sortie, j'étais complètement ouf. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé. Non, là, faut mettre gaz, ok, boum, c'est parti. Non, impressionnant.
Impressionnant. Et en plus, il se bourre pas, parce que c'est con, mais à ce niveau, tu dis t'es rookie, tu te bats pour la première place. Il a failli s'y mettre, mais il s'y met pas, et il claque un deuxième podium consécutif. C'est bravo. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'y met pas. Forcément, il repère un peu de temps sur Rins qui est devant, mais il lui reste 2 tours. Après, il essaie d'y retourner. Il essaie d'y retourner quand même. Il lui manquait un tour, je pense, mais vraiment. Un peu comme au Mans, il lui manquait un tour. Ouais, vraiment impressionnant. Et puis, on le disait, très très régulier, parce qu'il a fini toutes ses courses. Il y a un seul autre homme du plateau qui a fini toutes ses courses, c'est Nakagami. Donc voilà, et Nakagami, on en parle également, qui a changé son pilotage cette année pour se rapprocher de celui de Marquez et enfin avoir des résultats en adéquation. Donc oui, je pense que la Honda ne se pilote que comme Marc Marquez. Ouais. Et que c'est ce style-là qu'il faut apprendre. Comme la Ducati se pilotait que comme Dovi, Zarco, il a roulé un peu avec Dovi en début de saison, utilisé le frein arrière pour tourner, etc. Donc voilà, il y a des motos qui sont un peu faites pour... en tout cas, qu'il faut apprendre des meilleurs ou des plus anciens sur cette moto pour la connaître. Mais ouais, encore une course incroyable. Et un championnat qui est encore loin d'être joué. Ouais. Enfin, on savait que ça allait pas se jouer ce week-end, mais du coup, il reste 4 courses. Oui. Et ça promet. Ça promet. Un petit mot sur les frères Espargaro. Moi, ça m'a fait marrer. Ouais. Ils ont failli se planter j'ai un doute en FP. Ouais, je crois que c'était en FP4. Avec Alex Marquez, justement, qui leur fait une manœuvre, certes un peu limite, mais bon, pas non plus interdite. Ça passe. Venant des frères Espargaro, c'est quand même culotté de se plaindre. Et du coup, ils se touchent tous les deux frères, et après ils se plaignent en disant que c'était plus que limite et que ça devrait être interdit. Mais en course, ça n'a pas empêché Espargaro d'aller percuter Petrucci. Alors on l'a pas vu à l'image, mais Petrucci s'en est plaint après la course. À cause de ça, Petrucci qui était à la bataille pour le top 10 avec Zarco, il a perdu beaucoup de place et il finit porte du top 15. Mais en gros, Paul Espargaro a fait une manœuvre plus que limite sur Petrucci, il a percuté et Petrucci est allé se plaindre à la direction de course. Donc on verra s'il y aura une sanction prise pour le week-end prochain. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu les images. Je parlais de la réelle limite du World Superbike par rapport en MotoGP, mais c'est vrai qu'en MotoGP, le défaut, s'il y a un défaut, c'est qu'on voit beaucoup la tête de la course et très peu ce qui se passe après, quoi. C'est un peu. Je pense que tous les pilotes méritent un peu de temps d'antenne, surtout que des fois. Par exemple, le début de course, Vignales avait quand même marqué le pas sur Quarta, qui avait un peu marqué le pas sur Morbi. Je veux dire, il n'y avait pas à avoir un dépassement dans les 2 virages qui suivaient, quoi. Non. On pouvait passer à l'antenne un Rabat, un Bradle, d'autres pilotes des Aprilia, parce qu'ils ont aussi des sponsors. C'est clair. Non, complètement d'accord. Bon, après, c'est la Dorna qui décide. T'as d'autres choses à dire sur le MotoGP, toi ? Non. Vivement le week-end prochain. Carrément. Là, ça va être. J'ai jeté un œil à la météo. Apparemment, il devrait faire beaucoup plus doux ce week-end. Donc, on attend, si les prévisions sont bonnes, 14 degrés minimum vendredi et 11 minimum samedi. Donc, on sera à des températures bien plus agréables que le week-end dernier. Je rappelle qu'on a eu 4 degrés le matin, vendredi matin. C'était frais. Et donc c'était froid même, on peut le dire. À 2 doigts de sortir la combi polaire. Pas très pratique. On voyait Zarco quand ils ont annoncé le report des premières séances d'essai. On voyait Zarco en bonnet en train de se geler les miches sur le paddock. On avait froid pour lui, ouais. Puis on imagine bien ce que c'est ce froid là, ce froid d'Espagne du petit matin d'automne, ouais. Il va faire meilleur ce week-end du coup. Ça pose quand même question, donc tant mieux pour ce week-end, mais pour Valence qui est un peu plus tard cette année avec 2 courses à Valence et la dernière course à Portimao, ça pose quand même question sur les températures des pistes. Ouais. On va être vachement tributaire de ça. Ils vont peut-être inventer les pistes chauffantes. Au Qatar, ils seraient capables, ouais.
Ah oui, il n'y a pas besoin de les chauffer au Qatar, heureusement. Ils vont peut-être les climatiser du coup. Ouais. On va passer à la Rookies Cup et à la CEV Moto 3. Un petit mot sur la CEV Moto 3, c'est la prochaine course, ce sera fin octobre à Valence. Et en Rookies Cup, on a Pedro Acosta qui remporte les 2 courses, qui fait un 4/4. Gabin Ploc ne finit pas la course 1, mais arrache le point de la 15e place en course 2. Et Bartholomé Perrin fait 20e et 19e. Retour le week-end prochain à Aragon, comme pour les grands. Un petit point championnat MotoGP pour vous rappeler. En Moto 3, Arenas est en tête du championnat avec 144 points, suivi par Ogura 131 points. Vietti est 3e avec 126 points et Arbolino 4e avec 115 points. En Moto 2, Sebastianini qui est en tête avec 155 points, suivi par Lowe's 153 points, Marini 150 et Bezzecchi 130 points. Et en MotoGP, Mir est en tête du coup avec 121 points. Quartararo 2e avec 115 points, Vinales 3e 109 points et Dovizioso 4e avec 106 points. Zarco est 15e avec 53 points. C'est serré dans tous les championnats. À la limite, le moins serré, c'est la Moto 3, bizarrement. Ouais. C'est bizarre. Mais c'est une saison tellement particulière. Je pense qu'on s'en souviendra de celle-là. Ça, c'est clair. Elle va rester dans les annales. Un point Frenchie hors GP. Alors, en endurance, vous le savez, la saison est terminée. On fait un point, du coup, French Superbike qui s'est déroulé à Pau Arnaud ce week-end. Kenny Forêt est devant Vinletta de Bise et Mathieu Ginès en course 1. Et en course 2, De Bise a pris la tête, a fini en tête, avec Gine 2e et Forêt 3e. Au championnat, là aussi, c'est très serré. On parlait du championnat du monde tout à l'heure, mais là, ces 3 se tiennent en 4 points. La prochaine course, et la dernière, ce sera à Nogaro, du 23 au 25 octobre. Ah, c'est ce week-end aussi, ouais. Ouais, c'est ce week-end du coup, effectivement. Je te laisse nous dire un petit mot du Superbike qui s'est passé à Estoril. C'est ça, sur une nouvelle piste, Estoril, il n'y avait pas ce round habituellement. C'était le dernier week-end de la saison pour le Superbike qui a eu très très peu de courses, en nombre assez élevé parce qu'ils ont des fois jusqu'à 3 courses par week-end, mais en termes de dates, pas beaucoup. Donc en course 1, Razgatlioglu retrouve le chemin de la victoire devant Chase Davis et Garrett Gerloff. Rea finira 4 et Redding ne termine pas. Les deux s'étaient blessés en qualif et c'est libre. Barrier également blessé avec un énorme side et commotion cérébrale, donc n'a pas pris le départ de la course. Bass finira 9e. Rea est titré sur cette course au vu du résultat nul de Redding. Donc 6e titre pour Jonathan Rea. Vraiment, Marc Marquez domine le MotoGP, mais Rea, c'est le Superbike. Ah oui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En course sprint, Razgatlioglu double la donne devant Garrett Gerloff, l'Américain, et Vandermark. Chase Davis, en forme décidément, finit 4, et Rea 5 et Redding 6. Loris Baz a chuté sur cette course. En course 2, victoire de Chase Davis pour sa dernière avec le team Ducati, devant Redding pour le doublé et Razgatlioglu décidément en forme. Rea finit 14 suite à une chute après laquelle il a pu repartir. Baz chute également. Moi, Rea, il me bluffe. Le mec, il est titré. C'est la dernière course de la saison et il trouve le courage de repartir et de marquer des points. Moi, je serais rentré au box. Franchement. Pour prendre une petite bière, non. C'est là que tu vois qu'ils ont vraiment ça dans le sang, quoi. Ils s'en foutent d'être champions du monde, ils veulent finir la course. C'est exactement ça. C'est hallucinant. À noter la petite wildcard de Folger, Jonas Folger, notre ami ex-MotoGP, qui fait 11, 13 et 11, ce qui est honorable. Il cherche un team permanent en 2021, on verra s'il l'obtient. Donc au général, Rea titré avec 360 points devant Redding 305 et Chase Davis 273. Baz finit 8e, deuxième indépendant derrière Rinaldi avec 142 points. Barrier 20e pour son 24e et Valentin de Bise 27. Bon, ces deux derniers n'étaient pas permanents sur la saison, bien sûr. Ouais. Kawasaki est titré meilleur constructeur avec 392 points devant Ducati. 391 points, ça c'est vraiment joué à rien et c'est notamment forcément quand on voit ce que peut faire un Rea, par exemple chuter et revenir quand même en course, c'est grâce à des pilotes comme ça qu'on obtient des titres au point près.
Et Ducati à Aruba, lui est titré meilleur team devant Kawasaki et Pata Yamaha. Donc voilà pour le World Superbike. Je suis content de voir que Toprak Razgatlioglu a quand même réussi à retrouver le chemin de la victoire cette saison même. Ouais. Et que Garrett Gerloff, alors j'ai pas la stat, mais je crois que ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu un Américain sur un podium en Superbike. Donc ça fait plaisir également. On passe au World Supersport. 600 bien sûr. En course 1, Locatelli l'emporte encore devant Hotel et Sommer. Cluzel finira 9 à qui est de retour de blessure. Perolari 10, Verdoya 15. Mayas doit abandonner. Course 2, Mayas l'emporte cette fois devant Locatelli et De Rosa. Cluzel encore 9, Perolari 13, Verdoya 15. À noter quand même que Mayas est le seul pilote à avoir battu Locatelli à la régulière cette saison, parce que les deux autres défaites de Locatelli, c'est sur une chute au warm-up et sur un abandon, je crois, suite à la pluie. Enfin, pas un abandon, mais il s'était rentré au stand et c'était Verdoya qui avait gagné à cause de la pluie. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'a fait Mayas, qui passe en Superbike l'année prochaine, on le rappelle. Ouais. Au général, Andrea Locatelli est titré, si on le savait, avec 333 points. Mayas 229 est loin derrière. Hotel 162 et Cluzel, du coup, qui malheureusement ne peut pas sauver les points de la 3e place sur ce week-end avec 2 9e places. C'était un peu compliqué de revenir de sa blessure. Bon, 4e. Ça sera pour l'année prochaine, comme on dit tous les ans. Ouais. Et Locatelli, monstrueux, monstrueux. On l'a déjà dit, mais sur une autre planète, lui. Monstrueux, il n'y a rien à dire. Je sais même pas. Non. Bon, la moto. On sait même pas comment c'est possible. La moto est bonne, elle est supérieure aux autres Yamaha du plateau, mais quand même, ça fait pas tout. Ouais, c'est clair. Moi, tu mets sur cette moto, je termine dernier du championnat. Donc Perolari finit 10e au général avec 110 points, assez décevant sur cette fin de saison, et Verdoya 16e avec 35 points, dont les 25 points de sa victoire un peu plus tôt sous la pluie. Donc Yamaha largement titré au championnat constructeur, et Kawasaki Puccetti, étonnant, qui remporte le trophée du meilleur team devant Bardal et Van Bros, donc le team de Locatelli, et GMT 3e. Donc Kawasaki Puccetti, c'était Mayas, mais aussi Hotel, qui fait une bonne fin de saison également, donc très intéressant pour une moto qu'on disait inférieure quand même l'année dernière. Cette année, ils sont vraiment revenus au contact. Un petit dernier mot sur le World Supersport 300 dont on n'a pas parlé cette saison parce qu'il y avait beaucoup, les championnats étaient trop condensés pour pas trop faire trop d'infos sur une heure de podcast, mais on va quand même citer les champions. Donc c'est 2 Hollandais qui finissent devant au championnat, c'est Geoffrey Buys, je sais pas comment ça se prononce, qui remporte le championnat devant son compatriote Scott Deroux, et 3e un certain Sofoglou, donc non pas le Sofoglou que vous connaissez, mais Bahatin, qui est neveu de Kinan. Samuel Dissora, français, donc fait une belle 9e place au général. Hugo de Cancellis finit 3e et Hans de la Vega finit 26e au général. Et sur les autres courses, je prends la main avec un CIV championnat italien du coup. C'est Lorenzo Savadori qui remporte assez nettement les 2 dernières courses de la saison après une saison à la Marquez. Il a 6 victoires et 2 secondes places en 8 courses. Aprilia obtient donc le titre constructeur en championnat italien. En championnat britannique maintenant, la saison se termine avec Josh Brooks, titré sur Ducati, devant Jason O'Halloran. Pas de doute, on est en BSB pour Yamaha, et Christian Hidden sur Ducati aussi, et 2 Ducati en top 3 en BSB. Tiens. Ouais, l'année dernière aussi, il y avait Redding et Josh Brooks justement, qui font 1 et 2 ou 1 et 3, je sais plus. Elle est assez performante, la Ducati, en sachant qu'ils utilisent moins d'électronique là-bas, donc ça doit quand même envoyer du pâté à la remise des gaz. Ouais. Je sais. Surtout sur les circuits qu'ils ont au BSB. C'est des spéciales de rallye, quoi. C'est n'importe quoi. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs, de voir des courses ou même des résumés de courses sur YouTube en BSB, c'est complètement malade. C'est quasiment de la course sur route. C'est n'importe quoi. Ils ont des très beaux circuits. Vraiment pas forcément très grands. Avec un dénivelé de dingue et tout. C'est malade. C'est la fin de cet épisode 81 de C'est qui en pôle. On vous rappelle évidemment le chat Discord. Le lien est sur notre Twitter. Notre Twitter @CQPOL
QEP-8pod et sur Facebook la page C'est qui en pôle. On est évidemment sur Deezer et Spotify. Pierre, on se dit, je sais pas d'ailleurs qui fait le podcast la semaine prochaine. Yes. Ce sera pas moi en tout cas, je laisserai la main. Ce sera pas moi non et plus. moi je vous dis à bientôt. Oui. À bientôt, et puis on espère voir Fabio en meilleure position la semaine prochaine, Devi remporter la course bien entendu, et puis pourquoi pas Miller aussi sur le podium. Voilà, ça fait vraiment podium parfait. Devi, et Fabio, Alex Marquez Miller. en pôle. Ouais, la pole à la limite c'est pas grave. Gagner celui qui gagne des montres, c'est pas très important. Ouais, mais le mieux c'est pouvoir après gagner les goodies de C'est qui en pôle. Ah oui, bah ça. Celui qui parie sur Marquez, il finira par gagner. Je vois à qui tu fais. Allez. C'est au Ciao, pendant, ciao. on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.